Je pense que j'avais jamais entendu le mot ou j'avais jamais fait attention. Et il m'a dit un alcool interdit qui rendait fou. Il n'en savait pas plus. Mais alors moi, il y avait deux mots quand même, interdit, fou, qui ont excité ma curiosité et tout est parti de là. Toute la vie, il y a une centaine d'années, qui revient comme ça en avant. Felt like I was picking up a green absinthe bottle and holding it up to my eye and looking at culture through a lens. Plus on cherche, plus on creuse, plus on trouve. Et plus on trouve, plus on s'intéresse et on se passionne. A lot of high expectations and expectations about getting high. C'est un cocktail de plantes extraordinaire. Absinthe did have a schizophrenic reputation. Elle est mythique parce que, évidemment, il y a tous les poètes, tous les artistes qui ont donné ces lettres de noblesse à cette fée verte. Whatever happened to absinthe? Why was it banned? C'est toute une aventure, cette histoire de l'absinthe. Moves from being once a very popular drink to this rare substance. Wormwood Artemisium absinthium is from the great family of Compositae. It's a large group that includes plants like sagebrush and the common wormwood plant, which is found in many European gardens and grows very easily in American gardens these days. It has a long history from the ancient Greeks, Palestinians, Romans, right up until the Middle Ages, and it was used as a vermifuge and to generally just cleanse your body. Et on l'utilisait dans des rites religieux, magiques, etc. Puis ensuite, on a vu qu'elle était excellente pour l'estomac, pour les maux d'estomac, pour tous les problèmes de digestion, etc. Je ne vais pas insister là-dessus, mais c'était une plante médicinale très utilisée, même en cataplasme, en sel, en bain, etc., etc. I think the appeal of the absinthe drink is that you don't just pour it from a bottle into a glass and swig it. On ne boit pas un verre d'absinthe comme on boit un verre de vin ou un verre de cognac. Le cognac, vous le versez, vous le buvez et c'est terminé. Ici, avec l'absinthe, il y a tout le rituel, la cérémonie. You would put about an inch or 2 inches of absinthe in the glass. There's actually a little mark usually around the glass, and then you put a silver perforated spoon on top, and on top of that you put a sugar cube. Pourquoi le sucre? C'est pas parce que l'absinthe est amère, la plante est amère, mais par la distillation, tout ce qui est amer ou acide disparaît. Hein, donc l'absinthe en tant que boisson apéritive n'est pas amère si elle est distillée dans les normes. Le sucre, ça va être uniquement pour adoucir cet alcool fort. And then you would slowly pour water over the sugar cube till it dissolves. Quand l'eau sucrée va tomber sur l'absinthe, à travers les trous de la cuillère, l'absinthe va se troubler et prendre une jolie teinte qui va aller du vert au vert jaune, tout dépend les plantes utilisées. And that turns the absinthe, which is sort of a clear yellow or green, suddenly goes opalescent and cloudy and sort of white, chalky green. Au départ, elle est d'une couleur dans le verre quand il n'y a pas d'eau. Et après, quand l'eau coule tout doucement dedans, on voit même plusieurs couleurs, presque comme du nacre. Et c'est toujours un peu le côté mystérieux, même dans la couleur. Il y a quelque chose de quasi magique, voire de religieux,
lorsque on dépose le sucre, on verse de très haut l'eau et qu'il y a cette espèce de transmutation à l'intérieur du verre. Vous avez un liquide clair, un liquide transparent qui, de par une cérémonie ou après une cérémonie, se trouble. Et c'est le seul produit dont on puisse dire qu'il a changé entre le moment où il entre dans le verre et au moment où il sort du verre pour alimenter votre gosier. C'est comme dans la couleur, il y a plusieurs goûts. On commence par avoir un goût, après on en a un second. Et après, même des fois longtemps à avoir avalé l'absinthe, on a un autre goût qui revient. C'est magique. Et là, on se retrouve à la fin du XVIIIe siècle, vers 1797, quand une vieille femme de la région de Neuchâtel, dans le canton de Neuchâtel en Suisse, dans un petit vallon qu'on appelle le Val de Travers, a mélangé cette plante absinthe avec d'autres plantes pour faire un élixir de bonne santé. L'élixir de la mère Henriot, comme elle s'appelait, était donné aux malades par un médecin français exilé de Franche-Comté et qui s'appelait le docteur Ordinaire. On attribue souvent à un docteur, un médecin français, le docteur Ordinaire, la paternité de l'absinthe. C'est un rangé français qui dit c'est nous qui avons inventé l'absinthe et les gens du Val de Travers, au moment de l'interdiction, disent ouais c'est mauvais, c'est fait par les Français. Mais je crois qu'il faut essayer de rectifier cette histoire-là. Et je suis allé à la recherche de documents aux archives de l'État, j'ai repris les histoires et je me suis rendu compte que le docteur Ordinaire n'avait rien à faire avec l'absinthe. En réalité, je pense qu'on a obscurci à loisir dans ce dossier de qui a inventé l'absinthe. Et pour une raison peut-être toute simple, c'est que c'est une dame. Finalement, on va dire une dame herboriste, mais qui était une paysanne tout simplement, qui connaissait les plantes, mais comme le commun des paysans à cette époque-là. Donc en réalité, il y avait déjà cette idée que l'absinthe, de toute façon, c'était une plante magique, mais du côté des femmes. Et que donc là, d'un seul coup, ce soit à nouveau une femme qui quelque part fasse le saut décisif, donc dans le domaine de l'apéritif, ça a fait qu'on a continué à regarder ça avec un œil, mais après tout c'est de l'alchimie féminine et ça fait peur et les hommes le regardaient on va dire, d'un œil plutôt méfiant. Alors les médecins se trouvaient bien de l'élixir de la mère Henriot et ça n'a pas échappé à un commerçant du coin qui va racheter la formule pensant en tirer profit. Cette dame a vendu sa recette à un négociant de couvert qui vendait aussi bien de la dentelle que du fromage, que n'importe quoi, et qui s'est dit tiens, je vais pouvoir vendre cette absinthe et la fabriquer moi-même. Et c'était le major Dubié qui a donné naissance à l'absinthe Dubié, puis ensuite Dubié-Duval, et qui s'est associé avec un jeune homme qui s'appelait Pernot, Henri-Louis Pernot, qui est le Pernot que l'on connaît également. Et ces messieurs, Dubié et Pernot, ont fabriqué la première absinthe, je dirais industrielle, même si c'était une toute petite quantité, à partir de 1797. Puis ensuite, l'absinthe a été fabriquée à Pontarlier, puisque Pernot est allé à Pontarlier à cause des droits de douane, problème d'alcool. Alors l'absinthe commence en 1805 à Pontarlier dans le Doubs, c'est la maison Pernot-Fils, donc première distillerie française. Elle avait commencé en 1798 à Couvet en Suisse, de l'autre côté de la frontière. Et donc pendant 25 ans, de 1805 à 1830, l'absinthe va rester une boisson purement régionale, consommée en Suisse romande et en Franche-Comté, là où on la fabrique. But its big leap up was when the French army issued absinthe as a fever preventative to their soldiers who were serving in Algeria. They actually would put it in their canteen water to prevent illness. Donc il va falloir un événement majeur dans la vie française pour qu'elle devienne la boisson à la mode dans les cafés parisiens. Et ceci se produit en 1830 quand les bataillons d'Afrique partent à la conquête de l'Algérie en emportant avec eux les bouteilles d'absinthe qu'ils vont mettre dans l'eau polluée des marais, qu'ils vont boire pour se protéger de la malaria, de la dysenterie. Alors naturellement, ils y prennent goût. Et quand ils rentrent à Paris,
conquérants de l'Algérie, ils s'attablent au beau café des boulevards et demandent leur boisson favorite. So you have tens of thousands of soldiers returning afterwards to France, to Marseille, to Paris, and they really like this drink, this sort of minty, anise-flavored, licorice-tasting drink mixed with a little water. So they became instant customers. Si bien que, imaginez bien, ces militaires, ils ont donc agrandi le territoire national à l'époque français, en adjoignant des colonies. Donc, ils arrivent parés de leur décoration, ils vont épater le bourgeois. Et finalement, le bourgeois, il va voir à la fois les poètes maudits du Palais Royal, des grands cafés du Palais Royal, et puis donc les militaires donc du boulevard des Capucines, du café du Helder ou de Tortoni, et ces deux opposés, parce qu'ils n'ont rien à voir, vanter la même boisson. Et on va dire, le bourgeois va leur emboîter le pas. Et donc l'absinthe commence à envahir les cafés parisiens. Ça devient, vers 1830, la boisson à la mode, et les artistes vont l'appeler à ce moment-là la fée verte. Absinthe was one of the most popular drinks of its time. It wasn't just drunk by bohemians and artists on the cafes of Paris with syphilitic whores. Millions and millions of gallons of it were produced in French and Swiss factories to service this general population. It's a strong, clean liquor with a very unique flavor at the time. I mean, back in the mid-1800s, what else did you have to consider? Well, you had wine and beer and brandies and things, and really modern cocktails hadn't been invented. Et donc là, on a une boisson très nouvelle, à base de plantes, à saveur de plantes et à saveur anisée dominante. Et pour la première fois, on ajoute de l'eau fraîche. En plus, on est dans une période de créativité technique, technologique, culturelle. Donc ça correspond à une modernité dans l'époque. Et donc tout concourt à en faire une boisson moderne. Il y a vraiment tout pour que l'absinthe devienne un succès. Hein. En plus du contexte de l'époque, il y a toutes ces saveurs, cette façon de faire, la couleur, tout est nouveau, tout est nouveau. C'est un produit qui est à base de plantes d'anis et de plantes d'absinthe. On mélange aussi beaucoup d'autres ingrédients, donc à la base c'est un anisé. On va retrouver un fort goût d'anis. Mais derrière on va trouver la qualité de la graine d'absinthe, de la plante ici du Val de Travers, qui est une plante amère avec une huile qui est parfumée et douce. Donc le goût global de l'absinthe, c'est un anisé avec beaucoup d'autres subtils arômes qui viennent s'ajouter. Au départ, il n'y avait peut-être pas beaucoup de plantes qui entraient dans la recette et puis petit à petit, des gens ont développé, ont introduit une nouvelle. Et il y a des recettes qui se font avec 3 plantes et il y en a des qui se font avec 10, 12, ça dépend. Mais moi, je pense plus on met de plantes, plus la liqueur est meilleure. Joli jardin. Alors ça, c'est le jardin de la fête de l'absinthe. Là. Alors on a décidé de recultiver les 5 plantes qui étaient à l'époque tout autour dans les champs, tout ici. Donc la première ici, c'est l'Artemisia absinthium, mais elle est bientôt bonne en floraison, donc ça va s'ouvrir, ça va faire comme des petites fleurs. Et si vous mâchez une feuille, c'est très amer. Hein. Essayez de mettre une feuille. Vous pouvez, prenez-en une, mettez-la dans la bouche, puis vous verrez, vous allez la cracher tout de suite. Hein. Eh oui. Amer. Vous touchez les feuilles, donc qui sont soyeuses comme ça, avec un petit duvet extraordinaire, donc c'est la douceur extrême. Et si vous portez, comme vous le savez, les doigts à votre bouche, c'est déjà d'une amertume insoutenable. Par contre, l'odeur est douce aussi. L'odeur est douce. Oui, mais ça, c'est la séduction, c'est les parfums. Alors les champs d'absinthe, c'était un travail très pénible qui était réservé aux femmes. On dit que le travail n'a jamais tué un homme, mais les femmes encore moins.
puisqu'elles sont, beaucoup de ces femmes sont venues presque centenaires. Elle est déjà un peu séchée sur place et ensuite elle est ramassée pour être séchée dans les greniers. Allons là-haut, je vais vous montrer mon prépa. C'est très dangereux. Ici, vous rentrez dans le séchoir. L'absinthe qui sèche. Qu'est-ce que vous voyez de plus beau ici? Celle-là, elle est magnifique, celle-là. C'est beau, hein? Voilà ici. Ça sent, hein? Alors voilà, absinthe, Artemisia absinthium, du Val de Travers. Anis espagnol. Nous ne cultivons pas d'anis au Val de Travers, le climat n'est pas assez chaud. Voilà, fenouil, graines de fenouil, qui donne un goût anisé. Ensuite, on mettra donc de l'ordre de quantité, de l'ordre de grandeur. C'est anis, fenouil, gros d'absinthe, petit absinthe. Si après ça, ils ne savent pas faire de l'absinthe, alors c'est... Alors, petit absinthe. Cultivé aussi au Val de Travers. Artemisia pontica en latin. Donc ça, c'est un produit qui est moins amer. On utilise aussi pour faire la teinte, pour faire la coloration, pour faire le verre. Hysope. Ça, c'est de la mélisse. Donc, mélisse, c'est un parfum de citron. Donc, c'est bien parce que ça ressemble à la mélisse, mais c'est de la menthe poivrée, ça sent la menthe. Iron Price. De l'anis étoilé. Ils font le pastis avec l'anis étoilé. Du bois de réglisse. Après, au niveau du goût, c'est extraordinaire, puisqu'on sait très bien que cette plante a une odeur magnifique, une odeur forte, mais par contre un goût amer. Donc savoir qu'on a pu transformer cette amertume en plaisir de consommation, c'est une réussite, on est assez fiers de ce qu'on a fait. Alcool à 96. Quand on met dedans. Oh la vache. Donc on démarre en règle générale avec de l'alcool à 96 degrés, puisque la plante étant très peu sucrée, la graine d'aniver étant sèche, on ne peut pas fabriquer de l'absinthe comme on fabriquerait une eau-de-vie de poire, par fermentation et distillation. Là on est obligé de distiller par macération et distillation. Donc on va rentrer dans l'alambi la graine d'aniver, quelques plantes, la plante d'absinthe, de l'alcool et de l'eau. On fait macérer à chaud pendant toute une nuit. L'alcool va s'évaporer, entraîner avec lui toutes les huiles essentielles et les parfums d'anis, d'absinthe et des plantes. Suivant la forme, la géométrie qu'on a donnée à l'époque de la fabrication de l'alambi à l'alambi, ces vapeurs vont donc, après sélection des huiles par le phénomène de transfert entre le chapiteau, le col de cygne et le réfrigérant, emmener ces vapeurs dans le réfrigérant où il y a condensation et on récupère un alcoolat qui titre toujours entre 68 et 72 degrés comme à l'époque de l'absinthe. Quand vous avez fini de consommer, vous reprenez le verre, la cuillère, la sous-tasse reste sur la table. Et à la prochaine tournée, on va vous ramener une autre sous-tasse. Et les sous-tasses vont s'empiler et il y a le prix de la consommation dans la sous-tasse. La deuxième façon, c'est la topette d'absinthe. Alors on va vous amener un verre, une cuillère, le sucre et puis l'eau. Et c'est vous qui allez vous servir, parce que là-dedans il y a de l'absinthe. Vous n'êtes pas forcé de tout boire. Un cran égale une dose d'absinthe. Vous en buvez un, vous en buvez deux. La sommelière, avec ce procédé, comme avec celui-ci, va savoir tout de suite combien vous devez. And as the bartenders, the servers would set up these glasses, and you had a string of glistening green drinks, and it just took on the name, the L'Heure Verte. It was called the Green Hour because from 5 to 7 in the evening, you had millions of Frenchmen coming in to have a glass of absinthe. C'était aussi un rendez-vous tout court. Monsieur, rendez-vous demain à mon bureau à l'heure verte.
c'est un laps de temps. Parce qu'à l'heure verte, entre 5 et 7, tout le monde est au café, du beau café du boulevard au petit caboulot, et tout le monde boit son absinthe. Les cafés, à cette époque-là, sont à leur apogée. Et donc, il y a dans les cafés, on va dire, l'arène politique du moment. Il n'y a pas encore la télévision, et ce sont les véritables académies françaises donc, du moment. The cafe was a place for people to go and catch up on life and to share gossip and business news, read a newspaper, maybe write a poem or maybe even recite a poem. People recited poetry in those days. And a couple of glasses of absinthe, and believe me, that brings out the poet and even the average Frenchman. Toi, la fée de mes rêves, j'ai voulu goûter de tes sèves. À force de jouer le poète, j'en ai perdu la tête. En voulant retrouver Verlaine, les terrasses d'un café parisien, je me suis perdu comme un chien au fond de la rue du Maine. En 1830, les artistes allaient préférentiellement quartier latin. Ensuite, vers 1860, ils sont montés sur les grands boulevards parce que les cafés s'y sont multipliés et que l'ambiance était plus gaie. Ensuite, ils sont montés sur Montmartre et puis, début XXe siècle, ils sont redescendus sur Montparnasse. Absinthe des poètes, tu me fais tourner la tête quand je vois couler la troublante au fond du verre qui m'enchante. There is an interesting relationship in general between alcohol and the arts, I think. You have only to look at the American authors like Faulkner and Hemingway who drank quite a bit, and some of them actually wrote under the influence of alcohol. Absinthe was very popular here in New Orleans. In fact, there was at least one brand of absinthe that was actually made here, and that label being Legendre Absinthe. And once the absinthe was banned here in the U.S., then basically Legendre Absinthe became Herbe Saint, or it's pronounced in French, Herbe Sainte, which almost seems like a play on the word absinthe, and was actually Legendre Absinthe, made the same way as it was before the ban, but without Artemisia absinthium. And it would have been Legendre Absinthe that Aleister Crowley would have been drinking in the old absinthe bar when he wrote Absinthe, the Green Goddess. The essences of these herbs that appear in absinthe, some of them have a mild excitatory effect. Some of them have a mildly sedating effect. The combination of these two opposite effects, pulling on you from two different directions, in a base of a stout liquor with a high alcoholic concentration is definitely going to have some type of effect. The French, particularly the poets, did claim that absinthe gave them some opening, sort of opened a door into their imagination, into the exalted heights where poetry flew, and somehow it allowed them to soar up there for a moment and come back down again. The trouble is sometimes it was a hard landing the next day. La fée verte, la muse aux yeux verts. Mais ça, ce sont des termes poétiques de leur boisson préférée, leur boisson fétiche. Et les plantes sont stimulantes, donc il va y avoir un petit coup de fouet propice à la création. Évidemment que ça va vous donner un coup de fouet extraordinaire, et ça va vous... évidemment, ce que j'ai dit tout à l'heure reste vrai, c'est-à-dire ça va vous dégager la trachée artère, évidemment. C'est vrai aussi que ça dilate tout, j'irais même, vous le mettrez off si vous voulez, mais jusqu'à la verge si vous voulez bien. Hein. A good absinthe is not going to make you feel quite the same way as a strong rum or drinking beer. It's a powerful herbal liquor that tends to give the imbiber a sense of mental clarity or gentle lucidity as opposed to just falling into a drunken stupor. A rough equivalent would be to drink anise or a bourbon and then to maybe smoke a little marijuana, which I haven't done for many, many years. Et je dis toujours, par exemple, qu'à la troisième absinthe, je me sens plus intelligent.
Probablement que les artistes eux-mêmes, lorsqu'ils buvaient leur absinthe, avaient peut-être plus facilement l'inspiration. Du coup, vos poumons se dégagent, vos pupilles se dilatent, et on va dire tout se dilate en vous, hein, et donc vous allez acquérir pratiquement, vous allez accéder à une lévitation. Or, qu'est-ce que cherche l'homme depuis aussi la nuit des temps? C'est effectivement de léviter, c'est-à-dire d'échapper à la lévitation universelle, à la gravitation, je veux dire universelle, d'échapper à ses semelles de plomb. Et de la même façon, l'absinthe, je vais dire, on monte quelque part, effectivement, le champ de vision s'agrandit, hein, et donc on prend en réalité du recul sur le monde. C'est-à-dire, à mes yeux, bien au contraire de s'enfermer des fois par l'excès dans un espèce d'entonnoir, bien au contraire, c'est une aspiration donc vers la lévitation agréable, et qu'en fait, l'extase, si on veut bien, que nous recherchons tous. You've got this brilliant older poet, Verlaine, who takes on as his sidekick Arthur Rimbaud, who was a 16-year-old genius writing unbelievable poetry. But it was a little bit like taking on a punk rocker of the time. And Verlaine was a pretty odd duck himself, and the two of them went on a real absinthe drinking spree. Verlaine said, "I drink absinthe to keep up my reputation, and I'm a slave to my reputation." Et si on regarde les photos, les gravures autour de Verlaine, on le voit toujours attablé devant un verre. Le verre est toujours plein, il pourrait être vide, il est plein. Mais regardez bien, il y a toujours de nombreuses soucoupes sous le verre. Il a bu et il continue à boire. After the first glass, you see things as you wish they were. After the second, you see things as they are not. Finally, you see things as they really are, and that is the most horrible thing in the world. Oscar Wilde had a passion for absinthe, and that passion eventually undid him. Like many of these characters, had syphilis, and he died of a mastoidal infection in his ear. But his last call was, a little absinthe, please. One of the most fascinating absinthe drinkers to me was Alfred Jarry. He became one of the most sought-after early modernist bohemians. Part of it was this early absurd play that he wrote, U Bruit, which was published in 1896. He rode around Paris with a pistol and would sometimes just pull it out and shoot it for the hell of it and frighten people. And one time he was waving a pistol around and a woman screamed and said, "You're endangering the lives of my children." And he said, "Madam, if any are endangered, I would be happy to help you make more." Jarry drank an enormous amount of absinthe, and it had to have affected his life and his art. I think it's intrigued people for all these years, partly because of the associations with the artists, with Manet, with Degas, with Van Gogh, Gauguin. Edouard Manet was the first great painter to paint a picture of an absinthe drinker. And for Manet to take a real bum was a shock in those days. There was no theatrical artifice. He had taken a real bum and painted him a real absinthe drinker. And the equivalent would be perhaps like Andy Warhol doing a painting of someone shooting himself up with heroin. The reality factor was just a little too painful. The Impressionists that we think of, these beautiful paintings by Monet and the landscapes in the country, were contrasted by Manet's painting city life. And it was Baudelaire who said you must intoxicate yourself if you're a modern man to forget the oppressive burden of time. And Baudelaire had urged the painters to paint modern life
He said, get out there, look in the streets, this is modern life. Edgar Degas painted L'Absinthe in 1876. And it wasn't really remarked on at the time as unusual. This was about 20 years after Manet's. But in 1892, it was shown in London. And the English had always taken this view that the French were a decadent society and went berserk. The critics were on it like a hive of moralistic hornets going for absinthe-colored honey. Bon, alors évidemment, les artistes vivant dans les cafés vont représenter ce qui les entoure et donc des scènes de café. Ils boivent l'absinthe naturellement, c'est la boisson à la mode. Donc les poètes vont écrire autour de l'absinthe, il y a énormément de poésie. Les artistes vont faire une toile, mais une toile sur 500 toiles. Je veux dire, c'est pas leur moteur de vie quand même. Il faut un peu recaler les choses. L'absinthe n'est pas une martingale qui vous empêcherait de cultiver vos dons. Si vous avez une fibre artistique, évidemment, la première chose à faire, effectivement, c'est de cultiver son don. Et en même temps, évidemment, vous pouvez vous inspirer. Il est vrai que l'absinthe émuse, mais c'est une évidence, c'est un truisme. Jusqu'à un certain point, c'est évident. Toulouse-Lautrec painted the world of Paris at the time, the gaslit world, in a way that no one has ever done before. He painted the nightlife, and he lived it. He also drank absinthe like crazy, and his friend Gustave Moreau said his paintings were entirely painted in absinthe. And you do see this kind of hallucinatory, almost libidinous green in his paintings. And if you look in a lot of Lautrec's paintings, you will see absinthe glasses just spotted around. There is a relationship with Van Gogh. Van Gogh was a friend of his. In fact, Lautrec painted a pastel portrait of Van Gogh seated at a cafe drinking an absinthe. Van Gogh drank enormous amounts of it at times and then paint at the same time. And you see this strange sort of yellow halos that appear around the, whether it's Starry, Starry Night or in the great painting like The Night Cafe. Van Gogh paints this cafe in the green and yellow tones of absinthe. He actually commented in a letter to his brother that he wanted to paint a cafe and show that it was a place where a crime could take place. I think we can say that Van Gogh was affected by absinthe, Toulouse-Lautrec. Picasso wasn't really a big drinker. He painted the absinthe drinkers. He lived in that world. So he would have seen this whole world, the same world of Lautrec as well, and he painted it, but he didn't suffer from it. The last great work of art inspired by absinthe was Picasso's The Glass of Absinthe in 1914. Which is just on the cusp of World War I and of the ban on absinthe. He did 4 variations. It is cast in bronze and painted. And what he's done is he's sculpted and painted a glass of absinthe with almost neo-impressionistic spots on it, or dots. And then he's stuck on top of it a real absinthe spoon, a real silver absinthe spoon, and then made a little bronze cube of sugar to go on top of it. It is the last great work before that era ended. The first big ban was Switzerland in 1905. And that came about because of a ghastly murder there. A man called Jean Lanfray murdered his wife and several of his kids after having drunk absinthe.
c'est le fameux procès de Lanfray. Donc un monsieur, on est près de Nyon, près de Genève, ensuite une petite commune qui s'appelle Comugny. Et en 1905, un monsieur rentre chez lui, il est ivre, sa femme le bouscule un tout petit peu, le houspille un petit peu, il la tue, il sort son fusil, il la tue. Et comme ces deux petites filles crient en même temps, il les tue toutes les deux. Most of the testimony in the newspaper headlines failed to mention that he'd had about 4 bottles of wine and a couple of other drinks, and he'd only had 2 glasses of absinthe. But they just nailed him like a scapegoat. Il faudra attendre le procès de Lanfray pour savoir qu'il ne buvait pas d'absinthe. Il buvait du vin blanc, peut-être de Comugny, mais c'était mauvais pour la publicité du village. Donc on s'est lancé dans une campagne contre l'absinthe au lieu de se lancer dans une campagne contre l'alcool en général et peut-être le vin blanc en particulier. La Ligue nationale contre l'alcoolisme va commander un tableau pour montrer justement un homme qui vise le spectateur. On comprend qu'il vient de tuer sa femme et malheureusement aussi son enfant. Alors c'est presque un western avant la lettre. Hein. Je dis western parce qu'en fait on a vraiment l'impression d'un gun, hein, d'un pistolet qui fixe comme ça. Et donc on voit bien l'idée donc de la Ligue nationale contre l'alcoolisme, c'est de dire, et vous, le spectateur, visiteur du Salon des Beaux-Arts, quelle est votre position, évidemment, par rapport à l'alcool, par rapport à l'absinthe. Mais l'absinthe est toujours très nettement visée, puisqu'on reconnaît évidemment la croix suisse sur l'étiquette, et c'est de l'absinthe et pas autre chose. Là, on est en 1905, et c'est le début en Suisse du processus qui arrivera à l'interdiction 3 ans plus tard. And from Switzerland's ban to Belgium followed, the United States in 1912. Suddenly it comes into Paris, this great city of absinthe. Are we going to keep it or are we going to ban it? You've got the bohemian artists on one hand drinking it. You've got the upright citizen off to his banking job or his bricklaying job. And somehow there's a divide there. Was it indeed a nice national pastime, or was it dragging this nation into some kind of vermin-infested bohemian squalor with weird ideas and prostitutes lurking in the background? Le grand mal dont souffrait l'absinthe, c'était sa popularité. Si l'absinthe était restée une boisson locale, limitée à quelques départements français, éventuellement quelques colonies, personne n'aurait jamais rien dit. Mais l'absinthe est devenue une boisson nationale, une boisson européenne, qui a eu un succès énorme. Et ce succès a provoqué des jalousies, a provoqué toutes sortes de réactions. Et parmi ces réactions, des gens qui ont dit « ça rend fou ». Alors moi je ne sais pas si ça rend fou, je n'en vois pas assez pour savoir si ça me rend fou. Je suis persuadé que dans quelques générations, on aura des fous qui auront consommé trop de coca, mais ça viendra, ça se saura plus tard, hein, ou si jamais ça se sait. Non. Alors là, on va avoir des locutions plus imagées. C'est une correspondance pour Charenton. C'est une ville limitrophe de Paris, célèbre pour son asile de fous. Il y avait aussi le train direct pour Charenton, ou l'omnibus. Donc là, on va plus ou moins vite. Hein. And because absinthe became very popular, just like any other product that becomes popular, there's a drive to make it cheaper. Basically what you had these con artists working in warehouses of Paris who didn't bother distilling absinthe from whole herbs. They would buy cheap industrial grade alcohol, which is not fit for human consumption in itself. They would adulterate this alcohol by adding various oils and extracts of herbs and add copper sulfate, copper salts to give it the green color. And that couldn't have been too good for people. Pernod Company never did that, but I think they were kind of taken down with bad makers of absinthe. And of course the makers of proper absinthe knew better and made it quite public in their catalogs and booklets and said, you know, it's not our fault, it's the makers of cheap absinthe, and these people need to be regulated. Basically what you had was a situation where these alcoholics of relatively low socioeconomic status in urban areas were drinking these cheap, harmful absinthes. And it wouldn't be unusual for an alcoholic to drink a bottle per day.
If you do a little research into symptoms of copper poisoning, things like that, well, you'll find some symptoms that look really close to what was reported in absinteurs at the time. But the lobbyists obviously had no interest in differentiating the good absinthe from the bad absinthe. So what they did is they conveniently lumped it all together and promoted the platform that absinthe is bad for you and we must ban this terrible beverage. All of the propaganda that was launched against absinthe by various forces working against it in the late 1800s and the early 1900s. These are the forces that got it banned. Those myths that absinthe made you mad, that it was addictive, that you'd kill your family if you drank absinthe, these myths were promoted by people with an agenda. Alors les éléments qui ont contribué à l'interdiction venaient surtout du fait des marchands de vin qui ne vendaient plus du tout d'alcool, de vin. Les gens, c'était toujours l'absinthe. Et bien sûr aussi, il y a eu les gens qui étaient contre l'alcool, qui se sont aussi engagés. Mais spécialement, c'est les marchands de vin qui ont fait pencher un peu la balance. The French vintners suffered from a blight that basically wiped out the French wine industry. This was in the late 1870s, 1880s. And when this occurred, suddenly the price of wine rose because there just wasn't much of it. And it's during this time, between the 1880s and the early 1900s, when absinthe really splurged in popularity. Thanks to American winemakers who sent some viable disease-resistant plants back to France, the French wine industry eventually recovered around the 1900s. The French winemakers suddenly found themselves in a position whereby they were competing heavily with absinthe makers. Les autres fabricants de liqueurs, de vin, fabricants de bière, etc., étaient contre l'absinthe parce que c'était une concurrence redoutable. And they were losing market share to the millions and millions of gallons of absinthe that were being drunk every year in French cafés. Le journal Le Matin de 1907 titre « Tous pour le vin, contre l'absinthe », suite à une manifestation gigantesque au Trocadéro de Paris. So the loudest voice got listened to, and the wine industry and the prohibition movement, the temperance movement, these were the forces that put those myths out there. And they had a voice, and they had lobbyists, and they went after the Green Fairy. If you want to demonize absinthe, you would certainly look to demonize the very herb for which it's named, which is Artemisia absinthium. Naturally, it seems logical to demonize the most prevalent compound, which is thujone. And this is how the birth of the whole thujone fantasy got started. The very same absinthe that was supposed to have all these wild, crazy effects had very little thujone in it. When absinthe is properly made, such as was Pernod Fils, the most popular absinthe on the planet at the time, it does not contain much thujone. In fact, the levels of thujone are so small that it could never be significant where any perceived pharmacological effects or effects to one's health are concerned. Pour avoir l'éblouissement de voir les petits éléphants roses à cause de la tuyonne, il aurait fallu consommer jusqu'à 4 à 5 litres par jour. La tuyonne est poison, mais à des quantités que ne peut pas atteindre l'absinthe. La nocivité, la toxicité de l'absinthe n'est pas aussi redoutable qu'on a bien voulu le dire à l'époque, mais qu'elle venait plutôt d'une consommation délibérée d'un alcool très fort, puisqu'à l'époque on consommait 4 à 6 centilitres qui titraient entre 68 et 72 degrés. Le gros buveur ne mettra moins d'eau. Il fait des purées, donc une absinthe épaisse, jusqu'au moment où il ne met plus d'eau. Il fait une pure. Dans les textes, c'est décrit nettement. Garçon, une pure. Et bon, là, il y a quand même des problèmes de neurotoxicité au niveau du cerveau et au niveau de l'organisme entier. Some studies at the time were showing that absinthe in large amounts, or particularly the absinthe oil, could cause lesions on the brain. Essentially what they did was they arranged for some
very shoddy scientific work to be done. A man called Valentin Magna did a lot of studies on absinthe. He would take 2 guinea pigs and put them under glass jars with a bowl of alcohol and a little bowl of thujone, which is absinthe oil. Which is absolutely ridiculous because oil of absinthe is not used for making the liquor absinthe, and there are substantial differences in the content. The guinea pig that was sniffing or drinking alcohol would eventually get woozy and fall over drunk. But the absinthe sniffing or drinking a guinea pig would start having epileptic fits. Nothing of any useful value could be derived from such a ridiculous study. Nevertheless, they were able to push this quack science to the extent that it became accepted. And as these studies grew, you had growing popular sentiment against it, you had political sentiment against it. You've got a government on the verge of World War I watching the healthy beer-drinking Teutons, while in their own corner they had these syphilitic, tubercular, absinthe-drinking Bohemians. And they thought, let's get rid of absinthe so maybe we can win World War I. And eventually it was banned in France. And a whole era died with absinthe. On n'est pas obligé de suivre une loi quand on considère que la loi n'est pas bonne. La boisson qui rend prétendument fou n'a jamais disparu. Chaque année, une soixantaine de producteurs clandestins en écoulent plusieurs dizaines de milliers de litres. Dès qu'il y a eu l'interdiction, ils ont complètement arrêté. La seule région qui a continué à vivre dans la clandestinité, c'est un peu le Val de Travers. C'est les seuls qui n'ont pas voulu se laisser faire. C'est simplement une tradition qui continue, une clientèle qui est là, et puis la certitude qu'on a aussi de fabriquer un bon produit qui s'est vendu dans le monde entier et que, bêtement, on nous a interdit. Voilà comment la résistance s'est installée. Bon, je pense qu'il a amené les gens en révolte, c'est que, disons, on est contre l'autorité, on tire un petit peu du côté de la France quand même, qui sont toujours un peu contestataires. Et puis il y avait une demande, les gens, pas une demande d'ivrogne qui est accrochée à leur poison, c'est pas ça. La demande d'une boisson agréable dont on avait pris l'habitude et les gens tout simplement continuaient d'en faire. Mais à un moment, c'était très difficile d'obtenir de l'alcool. Alors, il fallait faire des démarches et puis les gens n'osaient pas trop donner leur nom aux pharmaciens. On essayait d'obtenir des fois de l'alcool de mauvaise qualité. Et des fois, il y a eu des absinthes qui n'étaient pas très bonnes. On a envoyé même des gens à l'hôpital presque. Alors, l'alcool, c'est toujours un statut particulier. Donc, pour l'absinthe, il faut acheter l'alcool. C'est de l'alcool qu'on appelle de bouche, alcool bouche. Donc, rien à voir avec le patron président des États-Unis. On parle d'alcool de bouche, donc bouche. J'aime bien toujours dire ça. Alors, cet alcool, on s'approvisionnait à la pharmacie ou à la droguerie du coin. Donc, si nos pharmacies sont devenues riches, nos pharmaciens sont riches, ce n'est pas parce qu'ils vendaient des médicaments, c'est parce qu'ils vendaient l'absinthe, les plottes et l'alcool pour les distillateurs clandestins. Vous étiez en train de faire un produit illégal, ça c'est clair, mais c'était avec de l'alcool taxé, donc les impôts étaient déjà perçus. Donc, il n'y avait pas de chasse envers ceux qui achetaient l'alcool à la droguerie. In Switzerland, all during this time, you have clandestine distillers who were making a clear absinthe known as Le Bleu. Clear absinthe, probably not made green to evade detection. Elle est toujours blanche, elle est toujours incolore. Mais c'est trouble. C'est troublé. Elle se trouble quand on met l'eau, mais elle se trouble blanc laiteux.
En Suisse, pourquoi ils l'appellent la bleue? C'est qu'ils ont l'habitude, ils ont dans l'œil justement l'image des champs d'absinthe. La plante donc est gris cendré et donc au loin à l'horizon, elle va tourner comme ça. Les champs, quand il y en a beaucoup, ça tourne au bleu. Et ils ont voulu retrouver la magie donc de ce bleuté dans leur verre d'absinthe. Très longtemps. Je n'étais pas un très gros clandestin, mais disons dans le Val de Travers, si vous ne voulez pas mourir idiot, il faut faire une fois dans votre vie de l'absinthe. Donc j'ai commencé à faire de l'absinthe en 2000. Et j'ai commencé très modestement avec un petit appareil qui faisait 6 litres d'absinthe. Donc c'était des casseroles qu'on faisait, qui étaient magnifiques. Ensuite, on produit toujours un petit peu plus parce que vos amis s'intéressent à votre produit, viennent le boire à la maison, vous en achetez quelques litres et vous demandent d'en faire un peu plus. Donc après, j'ai acheté un appareil un peu plus gros et je produisais 30 litres d'absinthe à la fois. Donc ça, c'est les années 2000-2004. Et puis, comme on allait légaliser l'absinthe, le bruit courait pour la Suisse. Donc, j'ai pris l'option de m'approcher des autorités pour obtenir une licence pour la légalisation de l'absinthe. C'est-à-dire être prêt, quand on allait légaliser l'absinthe, à en mettre sur le marché. Alors, la légalisation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va arriver comme toute mondialisation partout. Elle va aboutir à ce qu'il n'y ait plus qu'une sorte d'absinthe. Aujourd'hui, vous avez, je ne sais pas moi, 60 ou 80 distillateurs dans la région, la vallée qui est juste en dessus. Donc ça signifie 60 à 80 goûts différents. Et le jour où vous légalisez votre absinthe, vous aurez un distillateur, 2 distillateurs, 3 au grand maximum. Disons, si on vient à la légaliser, ça n'aura plus le même charme, le même attrait. Je ne sais pas si les gens de l'extérieur se déplaceront, si on la trouve partout dans les supermarchés. Tandis que quand on peut venir ici, on essaye de se renseigner, ça a un autre charme et on ramène ça gentiment à la maison, on est content, on a réussi à trouver quelque chose. Et puis on aimerait tout à coup pouvoir l'offrir partout, dans tous les supermarchés, dans tous les bistrots, partout. Elle deviendrait banale. Vous avez ça et c'est les fameux goûts qui sont en train de disparaître. C'est la civilisation du McDo et du Coca. Et moi je refuse cette civilisation-là. D'un autre côté, il faut avoir une vue un petit peu plus pragmatique de la chose. On était un pays qui avions inventé l'absinthe et on s'interdisait de la produire parce que et puis toute l'Europe en faisait. Donc, il est clair que si vous regardez que le Val de Travers, vous dites on légalise, on va perdre tout ce mystère, ce côté mystérieux de production d'absinthe. Mais d'un autre côté, on laisse le champ libre à tous ces producteurs de cochonneries pour dire qu'ils font de l'absinthe. Et ça, c'est pas juste non plus. En fait, la législation de l'absinthe, elle vient d'une directive européenne de 88 qui a autorisé globalement, enfin grossièrement, la présence de la plante d'absinthe dans l'alimentation et les boissons. Dans cette plante d'absinthe, il y a le célèbre principe actif, la tuyonne, accusée de tous les maux. Donc en fait, il y a eu une tolérance de 35 mg par litre de ce principe actif dans les boissons et l'alimentation dans tous les pays d'Europe. They inadvertently legalized absinthe. Interesting thing here is that it took people several years to realize that absinthe was once legal again in Europe. Ah, je vous cache pas que le jour de la sortie de l'absinthe, 15 décembre 2001, ça a été quelque chose. On a eu la moitié de la population potissalienne à la distillerie. On a même eu des gens qui sont venus de très loin, qui ont fait jusqu'à 150-200 km pour avoir la bouteille de la première fabrication. Ça a eu des très très bons échos. Les gens étaient contents de redécouvrir ce produit parce qu'on en parlait beaucoup. Ils s'en faisaient toujours un petit peu en clandestinité en Suisse, mais on ne savait pas exactement si c'était le goût que celle de l'époque avait. Bon. Là, ça permettait au moins aux gens de découvrir. Du moment que les Français et tous les pays européens maintenant peuvent en fabriquer, alors il ne faut pas qu'on reste en arrière. Du corps des Alpes pour une fée, un symbole de réconciliation nationale. En 1910, la Suisse interdisait la production du fameux breuvage du Val de Travers. Aujourd'hui, la fée verte est enfin sortie de sa cage. Ça y est, c'est fait. L'absinthe est à nouveau légale. Après des années de condamnation, enfin sorti de la prohibition, la fée refait tourner les têtes et inspire à nouveau les poètes. Donc j'ai fait les démarches en 2004 à la Régie fédérale des alcools. Et là, par chose, puisque normalement c'était punissable, ils m'ont dit, écoutez, monsieur Bugnon, si vous vous annoncez, puis que vous prouvez l'achat de votre alcool et que vous avez toujours été taxé avec votre alcool, on pourra discuter, éventuellement vous octroyer une concession. Chose qui a été faite, et j'étais le seul avec monsieur Kubler, donc de la distillerie Kubler, à avoir de l'absinthe sur le marché le 1er mars 2005.
Donc il fallait absolument que l'on bouge, que l'on légalise chez nous, au moins pour protéger notre pays de tous ces pseudo-absinthes qui n'ont que le nom de l'absinthe. Imaginez, je ne vois pas où est-ce qu'on peut parler d'absinthe quand on parle d'une absinthe tchèque. The biggest misconception is people's belief that absinthe comes from Eastern Europe and is this undrinkable, scope-colored, mouthwash-colored liquid. The product that I credit most with the resurgence in absinthe's popularity at the end of the 20th century is the Czech absinthe, which did a remarkable job of promoting this beverage to European and American tourists who ventured into the newly free Czech Republic in the mid-1990s. And there they found this beverage and were surprised to see absinthe being sold. When absinthe first made its sort of comeback in the 90s, it was Eastern Europeans sort of mimicking absinthe, using its name and history, but the product they created, and not all of them, there's probably some legitimate ones, but a lot of the products they created were so far from what a genuine French or Swiss traditional absinthe was 100 years ago that unfortunately it turned a lot of people off to absinthe. Oh, quand j'ai vu ça. Alors un échantillon dont la couleur, mais pas d'odeur anisée, pas de saveur anisée. On ajoute l'eau, il n'y a pas de trouble. S'il n'y a pas de trouble, quand on ajoute l'eau, c'est qu'il n'y a pas de plante. C'est les essences de plantes qui font un précipité avec l'eau. Plus tard, j'apprends que cette absinthe, de toute façon, on n'ajoute pas d'eau parce qu'on mouille un sucre et on brûle le sucre. These people went out and bragged about their product making you hallucinate. They threw food coloring into high-proof vodka and called it absinthe. They didn't distill their products, they just soaked some leaves. Maybe there was some wormwood in there. Moi, je ne suis pas réellement remonté contre le fait qu'à Prague, par exemple, on puisse flamber l'absinthe. Parce que ce qui me paraît intéressant, si vous voulez, depuis que je travaille ce sujet, donc depuis 1993, c'est qu'en réalité, il s'est toujours passé quelque chose au niveau de l'actualité de l'absinthe. Et c'est pour ça que je crois à cette expression, l'absinthe est un mythe toujours vert, always green, a myth always green. The fact that this absinthe does not bear any resemblance to vintage absinthe is really inconsequential, simply because it once again renewed the lure and the interest of absinthe, which paved the way for better absinthes to eventually emerge in the market. C'est l'alcool dedans qui en fout, ça en boitront, c'est toujours pareil. Hein. Bah oui. Non mais on a deux grosses bouteilles. Hein. Ah bah d'accord. Et donc je me dis tiens c'est un bel objet ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Proposer ça à mes clients parce que je savais que ça allait relever du registre du passionnel. Moi je suis vraiment fier de représenter ma région comme ça quoi. Mais moi j'ai toujours l'absinthe à la maison parce que des fois quand je vais je prends un petit absinthe. Les gens qui habitent à Atlanta, ils se font sponsoriser par Coca-Cola. Moi je viens du Val de Travers et mes racines elles sont ici. Tous les milieux sociaux, tous les âges, tous les métiers. C'est vraiment in quoi. Dans le monde underground, ça marche à fond quoi. I think we're living in a very exciting time in the United States at the moment. The recent legalization of absinthe in mid-2007, spearheaded by Kubler from Switzerland and the Lucid absinthe made by Ted Breau at Combia and distributed in the US by Viridian, has changed the situation dramatically. It's caused a huge upsurge. The laws in the United States have always been blurry, and this is what is interesting with the project with Lucid. And we found, more importantly, that the only existing notion of a law against absinthe was from 1912. The height of the anti-absinthe paranoia, the Secretary of Agriculture issued what was then called a food inspection decision
that said absinthe and products like absinthe will no longer be legal to import to the United States. When we sat down and analyzed the law, and we realized that wormwood itself is not an illegal ingredient. In fact, it is specifically permitted as a flavoring ingredient under the regulations. When we realized that the real issue was how much Thujon is really in absinthe when it's made properly, and we knew that the answer was not enough to be a problem in the U.S., that's when we realized that we weren't going to have to substitute something for wormwood. We weren't going to have to do what others had done before, which was create a faux absinthe to try and play up on the name. And the research continued, and during that period of time, we developed the formula. So sort of in parallel tracks, we had Ted Breau in France developing the formula for Lucid. Ted is the proprietary owner of the methods in order to be able to reproduce the Jade absinthe line, which are absinthes which are based on original absinthes from the past. This is a bottle of vintage Pernod Fils absinthe. It's about 100 years old, so it's bottles like these that have provided the material for me to clone into their modern reproductions. He developed a way to reverse engineer the recipe out of tasting the samples as opposed to actually having the original recipes. By August of 2006, we were ready to submit the formula. And as we expected, the formula was approved. The real challenge was the concept of absinthe, which meant the label, the package. Because when it's just liquid in a bottle and a lab says it's okay, that's not a concept. You know, that was science. But with the science now behind us, it was the concept we had to attack. You know, absinthe in America. To convince them that we were not trying to put drugs in a bottle or madness in a bottle. The relevant government agency, which is the TTB, has not allowed the use of the word absinthe on its own. It has to be qualified by something. So you can say absinthe superior or absinthe francais, but you can't say just absinthe. Eventually, we sat down with TTB after they had received our months of phone calls, months of informal meetings, you know, all the information we had sent them. We sat down with them and they said, we're going to green light you and you're going to be the first in 95 years to have an absinthe. If you want to do absinthe right, you have to take your time. It's kind of like making love. The thing about absinthe is if you don't understand it, you're not going to appreciate it because it is a unique product and it's a taste no one's used to. C'est la vie de toute une ville, c'est l'histoire de toute une région qui est de nouveau d'actualité. L'absinthe, c'est peut-être un moment d'amitié aussi. Quand on boit un verre d'absinthe avec n'importe qui, on parle de l'absinthe. On commence par dire elle est bonne, ou bien elle a trop d'anis, elle a trop ceci, trop cela. Donc il y a tout d'abord ce côté convivial qui est intéressant. En fait, je pense que l'absinthe est un nectar des dieux à déguster en galante compagnie. Je garde l'absinthe pour que ça reste un moment de découverte, un moment de bonheur, un moment d'amitié quand je reçois des amis à la maison. Je ne bois jamais. Je n'ai jamais fumé et je ne bois jamais. C'est dangereux ce métier, vous pouvez très rapidement vous retrouver à être votre meilleur client. J'essaie de me réfréner, oui, mais j'en bois assez souvent puisque moi c'est vraiment une passion et c'est un apéritif que j'apprécie vraiment particulièrement. Je ne bois plus que ça en fait. Ben, la boisson, ouais, je ne vais pas le dire, mais je l'aime bien. Ouais, trop bien des fois. J'ai goûté, j'ai bien apprécié et puis je trouve ça largement meilleur que le pastis. Extraordinaire au sens propre du terme. Il y a peu de gens qui s'en aperçoivent pas. Il se passe un truc, tiens, qu'est-ce que c'est?
si beau. Et c'est très contemplatif, donc c'est vrai que c'est synonyme d'un temps passé perdu actuellement. You could say that absinthe has been kept alive because human beings like forbidden fruit. They constantly want something they can't have. Il y a aussi, chaque fois que je bois une absinthe, le sentiment de braver un interdit, évidemment, et puis de me dire, on est au-dessus des lois. Oui, ça a un côté féminin, un peu interdit, et qui a bon goût. So it's this ongoing bohemian elixir that appeals to travelers, bohemians, art historians, poets, and people that want to get high. Ce coin de pays, niché dans une vallée, s'écoule une rivière, c'est le breuvage des fées, au petit goût amer, qui n'a point son pareil, et comme sortie de l'alambic, elle s'écoule tout tranquillement. Elle sort tout discrètement du fond d'un petit vallon, autrefois bien sinueux, et qui doit, malgré elle, à cause des gens d'ailleurs, parfois un peu vineux, guidé par la croix bleue, suivre le droit chemin. Nichés dans les recoins, quelques vallonniers rebelles, inspirés par les fées, ont su la garder fidèle. Mais d'autres affluents qui la rejoignent pourtant ne se sentent pas troublés par leurs glorieux aînés. Continue à troubler sans s'en préoccuper le délicieux breuvage que nous distillent les fées. Aux gens de ce pays, vous ne m'en voudrez pas de ne pas dévoiler le nom de ce breuvage. Breuvage des fées, breuvage des fées, breuvage des fées. Un alcool sain, ça fait depuis 7 heures qu'on en boit, il est 11 heures, on est toujours là.